Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal Les titres de ce 3 décembre. Un tiers des exploitants agricoles à la retraite vivent en dessous du seuil de pauvreté. La profession tire la sonnette d'alarme et interpelle les députés. Témoignage d'une viticultrice à la retraite ce soir. Nous irons à Saint-Marc-la-Pile. Noël approche et les fraudes aussi. Les personnes âgées sont des cibles faciles. La gendarmerie et l'association de défense des consommateurs appellent à la vigilance. En sport, 4e victoire consécutive pour l'ADA Blois qui s'est imposée face à Saint-Vallier 93-80 hier soir. Les joueurs ont fait le job. Le résumé de la rencontre à la fin de cette édition. Bonsoir à tous. Marie-France Beaufils, la sénatrice maire de Saint-Pierre-des-Corps, ne se représentera pas aux prochaines élections municipales de 2020. Maire communiste depuis 1983, ce mandat pourrait bien être le dernier. Elle se confie à Florent Carrière ce mois-ci En privé. On l'écoute. Très honnêtement, je pense que c'est le dernier mandat. Enfin, en tout cas, dans ma tête. C'est le dernier. Il faudrait qu'il y ait des événements qui nécessitent que je me remobilise, mais je pense qu'en plus, il y a du monde pour faire le relais, donc je ne suis pas soucieuse par rapport à ça. C'est qui la relève à Saint-Pierre-des-Corps? Ça, c'est les élus qui choisiront avec notre formation politique, bien évidemment. Mais je dis qu'il y a des gens pour faire ma relève. Et en privé, ce sera donc diffusé vendredi 12 décembre à 19h avec Marie-France Beaufils, 19h15 précisément. La grève des contrôleurs à la SNCF vendredi et samedi. 2 des 4 organisations syndicales représentatives, CGT et Sudrail, ont déposé un préavis national de grève. En région centre, 75% des trains circuleront. Les prévisions, vous le voyez, elles s'affichent en trafic normal pour Tours-Orléans, trafic normal également pour le TGV. Et puis entre Tours et Loches, une desserte sera assurée par autocar. La journée internationale du handicap aujourd'hui. La loi du 11 février 2005, vous le savez, pour l'égalité des droits et des chances oblige la scolarisation des élèves handicapés. On se rend ce soir à Reny, en Indre-et-Loire, le seul établissement du département à accueillir des enfants polyhandicapés. Romain Delville. L'établissement médico-éducatif Château de Launay à Reny accueille 60 enfants, adolescents ou jeunes adultes polyhandicapés. Et depuis la rentrée, 10 d'entre eux ont école dans les locaux. Ça se passe 2 matinées par semaine, par groupe de 2 ou 3. Et Laetitia Cartonnet est leur professeure. Il y a le corps de l'apprentissage. J'essaye de faire un petit peu de littérature, un petit peu de vocabulaire et puis des mathématiques. Ou alors je change, je vais pouvoir faire de la découverte du monde. On va travailler sur l'espace, sur le temps. Et elle se finit toujours par un rituel de fin. Et le rituel de fin, ça va être aussi une petite séance de motricité. On a toujours la même petite cantine qui les oblige à penser leur corps et à le bouger au moment où on dit les mots dans la cantine. Le niveau enseigné, c'est la maternelle et ce projet remonte à plusieurs années. Des parents de résidents se sont mobilisés pour que l'inspection académique crée une classe au Château de Launay. Depuis février 2005, une loi rappelle que tout enfant porteur de handicap a le droit d'être scolarisé. En Indre-et-Loire, nous avons 3000 élèves en situation de handicap, un peu plus de 2000 qui sont en milieu scolaire ordinaire et un petit peu moins de 1000 en établissement médico-social ou à l'hôpital. Alors en milieu ordinaire, ils peuvent être scolarisés individuellement dans leur école de quartier ou leur collège de quartier. Ils peuvent être scolarisés de façon collective dans une CLIS en école ou dans une ULIS au collège ou au lycée. Au Château de Launay, l'enseignante a tout de suite été très bien intégrée à l'équipe. Il n'y a pas de concurrence, mais une grande complémentarité dans leur travail. Il y a tout un travail qui était déjà engagé ici par toute l'équipe éducative et l'arrivée de l'enseignante vient redonner un sens complémentaire à la prise en charge de tous ces résidents puisqu'on rentre, nous on était tout un travail autour du bien-être et de l'accompagnement quotidien et là on voit apparaître des objectifs liés aux premiers apprentissages de maternelle, de scolarité. Selon le personnel, d'autres résidents sont en capacité d'intégrer le projet scolaire si l'éducation nationale ouvre d'autres créneaux au château. Pour 15 jours peut-être, seul Berlioz-le-Chat n'aille pas à l'école. Un tiers des exploitants agricoles à la retraite vivent en dessous du seuil de pauvreté. La profession tire la sonnette d'alarme et interpelle les députés à ce sujet. Le monde agricole dénonce des mesurettes mises en place par l'État. Direction Saint-Marc-la-Pile à présent, où nous avons rencontré une retraitée de la viticulture.
Josiane Fumolo est une retraitée active. Elle aide son fils qui a repris l'exploitation viticole, cultive son potager et élève encore des poules et des canards. À 67 ans, Josiane l'avoue, toutes ces activités la maintiennent en forme, mais sont surtout nécessaires. Sa retraite est de 340 €. Aujourd'hui veuve, elle touche également la reversion de son mari. Au total, Josiane dispose de 825 € par mois. En général, hein, la campagne, c'est toujours comme ça. Hein. Les gens, enfin, moi, ceux que je connais, ils ont tous des légumes, des volailles. Tous ces gens-là, s'ils le font, c'est parce qu'ils en ont besoin. C'est pas pour s'occuper, c'est parce qu'ils en ont besoin. La chance de Josiane, être propriétaire de sa maison. Elle arrive donc généralement à joindre les deux bouts. Ce qui n'est pas le cas d'un tiers des exploitants à la retraite en Indre-et-Loire qui touchent entre 300 et 550 €. On est loin du seuil de pauvreté fixé à 960 € par mois. Puisque les caisses de l'État sont vides, les associations de retraités agricoles ont imaginé une alternative dont ils ont fait part aux parlementaires ces dernières semaines. On s'oriente dans notre réflexion à aller chercher la plus-value qui existe dans certaines grosses entreprises de l'agroalimentaire, de l'agrofourniture, des banques et des assurances liées à l'agriculture, que ces grosses entreprises qui font d'énormes bénéfices, comme Danone, vous avez l'agrofourniture, les marchands de matériel, les marchands d'engrais, etc., qui pourraient apporter une participation complémentaire qu'on demande uniquement pour servir les petites retraites. Objectif affiché des associations agricoles, offrir une retraite décente et équitable, équivalente à au moins 85% du SMIC. Noël approche et les fraudes aussi, que ce soit sur Internet ou ailleurs. Les achats se multiplient en cette période et les cambrioleurs sont plus tentés que d'ordinaire. À Noël, les liquidités circulent et les personnes âgées sont des cibles faciles. La gendarmerie et l'association de défense des consommateurs appellent à la vigilance. Audrey Champigny. Télé high-tech, jeux vidéo dernier cri ou colliers en or, les achats de Noël peuvent parfois réserver de mauvaises surprises, notamment sur Internet, où il faut redoubler de vigilance. Alors d'abord un site français. Ensuite, vous regardez en haut, HTTPS, sécurisé. Paiement PayPal étant l'idéal, paiement carte unique que la banque peut vous remettre, ou alors paiement avec un code qu'on vous envoie sur votre smartphone, éventuellement. En cette période de fin d'année, les élans de solidarité et de générosité se multiplient. Du don aux œuvres caritatives à la vente de calendriers. Attention de ne pas se faire avoir. Ça paraît louable, effectivement, de donner pour les bonnes œuvres, mais il faut savoir à qui on donne. Donc tout le monde peut avoir une tenue de pompier, enfin voilà, et ne pas l'être. Hein. Donc il faut vraiment vérifier son identité, sa qualité. Enfin, dernier conseil, une fois la nouvelle télé, perceuse ou console déballée, surtout bien garder la facture. Nombreux sont les cambriolages pendant cette période et cela permet plus facilement de retrouver leurs traces grâce au numéro de série. Nous vous en parlions hier, le Tour FC va pouvoir recruter suite à la notification de la DNCG. Les nouvelles recrues sont attendues par les dirigeants du club et par l'entraîneur. Des recrues qui ne vont pas faire des miracles mais qui vont booster l'équipe déjà en place. On écoute Alexandre Dujeu. Les joueurs qui nous rejoignent là, ils le savent pertinemment que ça ne sera pas tous les week-ends facile. Mais ils le savent et ils signent en leur âme et conscience. Vous ne les placez pas en sauveurs? Non. Non, il faut qu'ils amènent leur pierre à l'édifice, mais les joueurs qui sont dans le vestiaire et qui composent ce groupe depuis des semaines auront un rôle important aussi à jouer. Les plus anciens qui étaient habituellement titulaires sans voilà, aucune concurrence, voilà, ont peut-être un peu plus de hargne à chaque entraînement. Mais dans l'ensemble, ça ne change pas énormément parce que depuis le début, de toute façon, tout le monde a toujours été à bloc. Et le Tour FC affrontera le Stade Bordelais ce samedi en Coupe de France. 4e victoire consécutive pour l'ADA Blois qui s'est imposé face à Saint-Vallier 93-80 hier soir. Les joueurs ont fait le job pour cette 12e journée nationale 1. Le résumé de la rencontre avec Anaïs Michaud et Thomas Blanc. C'est du beau jeu qu'a dégainé mardi soir l'ADA Blois Basket. À la clé, une victoire à domicile 93-80 contre Saint-Vallier. Une équipe candidate elle aussi à la montée en Pro B. Dès l'entre-deux, les joueurs de chaque camp sont tout feu tout flamme avec 24 points inscrits en à peine 3 minutes. Si l'ADA mène au premier quart-temps,
Le second s'annonce plus complexe. Les Loir-et-Chériens perdent de la distance face à des intérieurs drômois tout en puissance. Devancés de 8 points à la 16e minute, les abeilles prennent leur envol jusqu'à mener 51-49 à la mi-temps. S'ensuit une seconde période d'une grande intensité défensive. Le début du troisième quart-temps est serré, puis le match bascule sous l'impulsion de Florent Tortosa et de son dunk à la 30e, suivi par 2 shoots lointains consécutifs à la 33e. Au final, les joueurs de Michael Hess octroient lors de cette 12e journée une 4e victoire consécutive. C'est dû à nous, mais aussi à une grosse adresse et puis à une belle équipe en face, il faut dire ce qui est. Après, on n'a pas baissé la garde, on savait qu'il fallait défendre plus dur, c'est ce qu'on a fait. On a mieux défendu au deuxième mi-temps. Et puis surtout, on les a usés, quoi. Tout le monde a apporté à un moment donné dans le match et c'est ce qu'il faut qu'on fasse si on veut faire une belle saison. On a usé, puis offensivement, on a vu des choses intéressantes. On a vu de l'alternance entre le jeu intérieur et le jeu extérieur, de l'adresse, des renversements. Voilà, des choses qui se mettent en place. Donc ce soir, c'est vrai, je suis honnêtement très satisfait de la victoire et de la manière. Mais bon, on n'a rien gagné du tout, il n'y a pas de gâteau, rien du tout, donc on va se remettre le boulot pour samedi prochain et puis pour le reste du championnat. À retenir de ce match, un fort collectif puisque 7 joueurs sont à 9 points ou plus. Un esprit d'équipe qui devra être réaffirmé samedi à Sorgues dans le cadre de la 13e journée du championnat de National 1 masculine. Et un dernier mot de sport pour vous dire que le TVB affronte ce soir Ankara, l'une des meilleures équipes du monde en Coupe d'Europe. Analyse du match dans notre édition demain soir. 23 courts-métrages en compétition nationale. Le Festival du film de Vendôme s'ouvre vendredi, 23e édition cette année. Fiction, documentaire, animation, une programmation éclectique. Je vous propose d'en regarder un extrait. Je vais prendre un paquet de palmito. Je reste pas plus d'une semaine. Où ça? Dans la cabane. Et les balades, ça se fait silencieusement. Hé, vous vous appelez comment? Nicolas. Nico. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? J'ai acheté des fingers. Vous ne le laisserez pas dans votre voiture, vous le laisserez chez vous. Le Festival du film de Vendôme, c'est donc du 5 au 12 décembre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle du Congrès des maires qui se réunit demain au Vinci, à Tours. 1500 élus sont attendus. On en parle avec Pierre Louot, le président de l'Association des maires d'Indre-et-Loire. À tout de suite.